Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis donc Aude Emmanuel de MyFuture et comme vous savez, MyFuture, c'est votre plateforme qui vous permet de trouver des stages, de découvrir des nouvelles entreprises et des nouveaux métiers. Donc bienvenue à tous. Alors je vois qu'il y a pas mal de collèges qui sont connectés aujourd'hui, donc bienvenue à vous tous. Alors je ne vais pas pouvoir citer tous les collèges, donc je vais en citer quelques-uns. Donc bonjour au collège Gérard Philippe, au collège Rabelais, au collège du Lignon, au collège Édouard Lucas, au collège Louis Pergaud. Et pour ceux que je ne peux pas citer, bonjour aussi à vous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Alors comme vous le savez, chaque live métier, on découvre un nouveau métier, bien entendu. Mais avant de commencer, je vais faire un petit rappel du plan. Donc notre live sera constitué de 5 parties. Donc, dans un premier temps, nous verrons en quoi consiste le métier de notre invité. Ensuite, elle nous donnera un cas concret, donc une mission, une tâche qu'elle a l'habitude de faire. Nous verrons un peu plus son parcours scolaire et nous continuerons avec ce qu'elle aime le plus, ce qu'elle aime le moins. Et nous finirons ensuite avec une anecdote ou un cliché. Alors, pour que ce live se passe bien, on va faire un petit rappel sur le chat. Donc, vous avez accès à un chat aujourd'hui. C'est vraiment votre meilleur ami. Donc, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Le but, c'est que vous posiez une question au chat et moi, je pose une question, enfin, je prends la question et je la pose à notre invité. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions vraiment pour que l'invité puisse vous répondre. Donc, dans le chat aussi, on a un modérateur. Donc, le modérateur pourra aussi de temps en temps vous répondre ou voilà, vous donner une définition si vous avez une question que je ne peux pas la prendre. Le modérateur est aussi là pour vous répondre. Donc, maintenant que cela a été dit, on va pouvoir accueillir notre invité. Donc, notre invité s'appelle Audrey et donc elle est responsable logistique chez. Elle va nous dire chez qui. Bonjour Audrey, Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. comment tu vas? Ça va super, merci. Je suis très contente Ok. d'être là. Enfin, Ah bah, virtuellement, mais là quand même. on est content en tout cas de t'accueillir dans ce nouveau live métier, puis on a hâte que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu fais. Donc, Avec on va plaisir. rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on a quelques images donc, sur ton métier. Donc, en quoi consiste ton métier? Je vois que tu nous as donné une première image où on voit une jeune fille avec un casque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Iris Galerie. Je vous en dirai peut-être un peu plus, un peu plus tard sur, voilà, ce que fait Iris Galerie, mais dans les grandes lignes, on prend des photos, des yeux, de nos clients pour en faire des œuvres d'art. Donc c'est les Oh, grands tableaux avec les iris, c'est un petit peu la mode en ce moment, vous devez en voir un petit peu dans toutes les grandes villes de France. Donc mon travail chez Iris Galerie, c'est de gérer notamment la logistique. Donc la logistique, ok. ça comprend plein de choses. La première image qui est donc, l'image d'une dame, dans une usine avec un casque, hem, c'est ce qu'on appelle le sourcing des fournisseurs. Donc c'est beaucoup de mots un peu compliqués, mais en fait, quand vous allez, avoir un point de vente, vous avez besoin d'avoir des gens qui vont vous apporter des matières premières pour produire vos produits, mais également des gens qui, vont devoir produire vos meubles, qui vont, produire tout ce qui se trouve dans une boutique. Donc moi, je D'accord. m'occupe de trouver ces personnes-là, de trouver ces entreprises et donc ça passe par mettre en concurrence plusieurs, fournisseurs, plusieurs entreprises qui produisent des meubles ou qui produisent des matières premières, pour pouvoir, un petit peu, bah, avoir le meilleur prix, le meilleur tarif, le meilleur délai et cetera et cetera. Donc la première image, ça représente tout ce qui est, la partie, hem, recherche, veille concurrentielle de fournisseurs. D'accord. Donc, ça veut dire, est-ce que tu te rends parfois dans des usines aussi pour voir ce que font tes fournisseurs? Alors on est, à l'ère du numérique, j'évite de me déplacer parce que ça prend D'accord. du temps, ça coûte de l'argent et cetera. Et puis mes fournisseurs, ils peuvent être, en Europe, donc on a en France, on a en Pologne, on a en Espagne, mais ça peut aussi être, un peu partout dans le monde. Donc ça peut être en Chine, ça peut être, enfin voilà, vraiment partout et donc c'est difficile de se déplacer à chaque fois. Je me déplace plutôt si le partenariat, il aboutit et si on décide de travailler ensemble. Alors à ce moment-là, si on a des sujets à évoquer ensemble, je vais me déplacer pour discuter, voilà, en face à face avec la personne, c'est toujours plus agréable. D'accord. Très bien. Et là, je vois que tu as mis une image aussi d'une personne à qui tu serres la main. Enfin, on voit 2 personnes qui se serrent la main. Est-ce que tu peux nous en dire un Exactement. peu plus sur ça? Ouais, bien sûr, donc ça, c'est un peu,
ça suit donc le moment où on recherche des fournisseurs. Une fois qu'on a recherché des fournisseurs, il faut avoir des discussions qui sont parfois un peu moins sympas, qui sont les discussions autour des tarifs, des délais, de la qualité des produits et cetera. Donc c'est tout le levier, négociation qui entre en jeu et qui est très important, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir évidemment la meilleure qualité au plus bas prix, avec les meilleurs délais. Donc c'est aussi une partie du travail. C'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de compromis, de voilà, de recherche de compromis en tout cas. Donc c'est tout le D'accord, lever, négociation qui est important aussi dans ce travail. d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus du coup, sur un type de fournisseur auquel tu fais appel? Un Mmh. exemple? Bien sûr. Hem, un exemple qui va être très concret, quand vous rentrez dans une boutique, vous allez avoir, des meubles et cetera qui servent à faire le comptoir où vous allez payer, qui servent à avoir une petite banquette si jamais les clients veulent s'asseoir et cetera et en fait, c'est des meubles, c'est pas des meubles qu'on va acheter chez IKEA ou voilà, c'est des meubles qui sont particuliers parce qu'ils sont vraiment propres au concept et c'est surtout des meubles qui sont vraiment dédiés à la vente, tout ce qui est, secteur, enfin, c'est pas des meubles qu'on achète en tant que particulier. D'accord. Donc du coup, je vais avoir un fournisseur de meubles, donc c'est un fournisseur qui est polonais, et qui va produire sur mesure l'ensemble des meubles qui vont être dans nos boutiques. Donc OK. on a différents types de meubles. Donc là, on va discuter par exemple, ben, les fiches techniques des meubles qu'on va élaborer. On va discuter, la faisabilité de notre projet, voir si, bah, en termes de proportions, les meubles, vont tenir ou pas. On va discuter des délais, on va discuter des coûts, de la matière qu'on va utiliser et cetera et cetera. D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'ai une petite question là, donc le live, très actif. Quelqu'un nous demande, donc c'est, SLG, donc c'est je pense que ça c'est le collège, Berlioz, qui nous dit: «Est-ce que le bureau d'Audrey est dans la galerie ou ailleurs?» Non, alors c'est une bonne question. Toutes les entreprises ne fonctionnent pas de cette manière, mais en tout cas, dans mon entreprise, on a donc ce qu'on appelle un siège, le siège social de l'entreprise, dans lesquels on va avoir toutes les fonctions qui ne nécessitent pas d'être sur le terrain. Donc, par exemple, ça va être donc la partie logistique, ça va être, le marketing, ça va être, tout ce qui est la comptabilité et cetera. Ça va être, aussi, toutes les ressources humaines pour recruter des gens, donc voilà, toutes les fonctions qui en fait concernent tout le réseau de nos boutiques et qui ne sont pas vraiment dédiées uniquement à une boutique ou à un territoire particulier. Parce que du coup, toutes ces fonctions, elles représentent vraiment, bah, elles sont nécessaires pour n'importe quelle boutique, où qu'elle soit localisée. À ce moment-là, moi, je travaille dans cette partie-là, donc à Paris, dans des bureaux, avec, toutes ces fonctions-là. Même si on a évidemment des vendeurs qui sont en boutique et ce qu'on appelle aussi des gens qui vont être sur place et qui vont faire le tour des boutiques pour gérer, les ventes, la formation et cetera, d'un certain secteur de boutique. D'accord, très bien, merci. Et il y a une autre question, c'était par rapport aux fournisseurs, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que parfois tu as des désaccords avec des fournisseurs? En fait, tu t'entends pas avec certains fournisseurs? Ah bah oui, ça fait partie du jeu. OK. L'idée, c'est que ça arrive le moins souvent possible, mais c'est vrai que, ben, parfois, on va avoir, des incompréhensions. Il va avoir aussi parfois des événements qui sont inattendus et qui font qu'il y a du retard de livraison, qu'il y a un coût qui est plus élevé et cetera et ça, c'est forcément des choses qui mènent à des tensions. L'idée quand même, c'est qu'on reste toujours dans une relation professionnelle et qu'on Mmh. discute toujours de manière, respectueuse et cordiale. Mais il s'avère que c'est vrai que parfois les relations humaines prennent le dessus et parfois, ben, forcément, ça chauffe un peu. Mais on arrive toujours à calmer les choses et c'est ce qui est important. L'idée, c'est que les relations ne sont jamais, toujours, parfaites et calmes Mmh. et sereines. Mais, au final, on essaye toujours de travailler avec des gens, qui restent professionnels, respectueux et cordiales. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Camille pour ta question. Je vois il y a une autre question de la part de Camille. Elle demande: «Combien de boutiques y a-t-il? Combien de galeries?» Alors, aujourd'hui, on a plus de 120 galeries dans le monde. 120. Donc OK. Iris Galeries, c'est une entreprise qui est née en 2021 et qui, du coup, a grandi très rapidement parce qu'on est, du coup, sur le marché depuis uniquement 3 ans et donc on est présent dans un peu tous les pays du monde. Donc on est présent un peu partout en Europe, D'accord. Espagne, Italie, Angleterre, Suède, Allemagne, Autriche, enfin voilà, Belgique, partout.
et on est également, présent, sur le continent nord-américain. Donc on est au Canada et aux États-Unis, on est au Mexique et on a ouvert OK. récemment, à Hong Kong, en Chine. OK. Waouh, c'est une belle expansion Une belle et expansion. oui, belle extension. J'ai une autre question de Boursier Benoît. Il demande: «Est-ce que donc tu travailles parfois de chez toi?» Bien sûr, bah, là, par Oui. exemple, je suis chez moi. Donc en effet, c'est un avantage de ce métier parce que ça permet en fait, enfin moi comme je suis toujours alors parfois j'ai besoin d'être au bureau parce que j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de voilà, d'avoir évidemment du contact avec certaines personnes. Mais en effet, le télétravail, donc travailler de chez soi, c'est totalement une possibilité et ça permet aussi d'avoir pas mal de flexibilité dans son emploi du temps, et dans sa manière de s'organiser dans son travail. Très bien. Bah, merci beaucoup Benoît et merci, pour ta réponse Audrey. Alors on va reprendre un peu les images. Donc on a vu donc la partie avec les fournisseurs. Là, je vois qu'il y a un camion. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bien sûr. La partie logistique, donc ça il y a toute une partie, en effet, fournisseurs, négociations et cetera. Mais il y a aussi toute une partie, transport. Donc c'est quelque chose qui est très opérationnel, très très terrain, qu'il faut faire aussi. Parce qu'une fois qu'on a nos fournisseurs et une fois que nos fournisseurs, ont produit ce qu'on voulait qu'ils produisent, ben, Mmh. il faut bien l'acheminer quelque part et donc il y a toute une partie, transport qui entre en jeu. Donc en fait, dans la partie transport, on a plusieurs leviers. On va avoir, les différentes entreprises de transport. Vous en connaissez d'ailleurs certaines. Ça peut être DHL, ça peut être UPS, ça peut être FedEx. Donc voilà, on va travailler avec des sociétés de transport que vous connaissez aussi peut-être, parce qu'ils font aussi de la livraison particulier et on va également, gérer la partie, hem, type de transport. Donc parfois, vous avez des transports, en fait, ça va dépendre de vos conditions de livraison. Si jamais vous dites, «Moi, je veux être livré dans ce créneau horaire qui va être, entre lundi et vendredi et je suis pas pressée», vous n'allez pas demander le même type de transport et ça va pas coûter la même chose que si vous demandez d'être livré mardi à 18h30 précisément. Donc ça, c'est OK. aussi une autre chose qui est importante, c'est que, dans la partie transport, il y a aussi tout un pas une analyse, mais tout un dilemme en fait à avoir entre quand est-ce que je vais être livré et combien je paye mon transport en fonction des enjeux qui sont liés à la livraison. D'accord, donc c'est vraiment toi qui gères cette partie. Tu t'assures que, tout soit bien fait, tout bien soit bien livré à temps. Exactement. C'est vraiment de la partie je trouve le fournisseur à jusqu'au moment où il arrive en boutique ou il arrive dans notre entrepôt de stockage. C'est vraiment toute une chaîne que je suis de A à Z. D'accord et est-ce que tu t'occupes aussi de la partie donc logistique, des, œuvres d'art, des qui sont, livrées? Alors, je m'occupe pas de cette partie-là, D'accord. parce qu'au sein d'Iris Galerie, on a créé, en début d'année notre propre usine de production et donc on a un chef d'exploitation qui du coup gère l'usine et en fait, quand il gère l'usine, lui, il va gérer la production des œuvres. On travaille évidemment en binôme parce que, bah, forcément, nos missions sont un petit peu liées, mais lui, il va gérer plutôt la production des œuvres et l'envoi des œuvres aux clients. Alors que moi, je vais plutôt approvisionner, hem, notre entrepôt de stockage pour les ouvertures de boutiques et pour la création des œuvres. Donc vraiment lui, D'accord. j'interviens plutôt en amont, lui plutôt en aval. OK, très bien. Merci beaucoup. Donc on va voir un peu plus sur, maintenant ta journée type. Donc pareil, on a quelques images pour illustrer ta journée type. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, voilà, ta Ouais, journée? bien sûr. Alors la première image, c'est des mails, parce que c'est vrai que c'est une grosse partie, c'est une partie assez intense, du travail. C'est-à-dire que moi, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails. Je pense que j'en reçois un peu plus que la moyenne, notamment parce que comme je travaille avec, aussi bien les États-Unis que, la Chine, donc Hong Kong, qui sont à des fuseaux horaires totalement différents. Par exemple, quand la Chine est réveillée à 1 heure du matin, enfin moi j'ai constamment quelqu'un qui est connecté et qui peut m'envoyer un mail, donc ça fait un flot de mails assez conséquent. Donc le fait de traiter les mails, c'est quelque chose qui est qui est assez important dans mon travail. C'est aussi le cas parce que notamment, quand on travaille entre départements, par exemple entre le marketing, la finance, ben, du coup la logistique et cetera, Mmh. on va beaucoup échanger par mail parce que ça permet d'avoir, tout le monde dans une boucle de mail qui est au courant et d'avoir un canal d'information assez simple et ça D'accord. aussi, ça permet aussi de gagner du temps parce que faire une réunion constamment avec 15 personnes, ça serait, juste intenable. Mmh. Donc les mails, c'est une grosse partie de mon temps, aussi pour échanger avec des fournisseurs, avec des transporteurs. Je pense que c'est une partie, non négligeable. OK.
Et donc là, je vois aussi, j'ai une question donc du lycée Nermont, Nogent-le-Rotrou. Merci pour la question. Quels sont tes horaires de travail? Alors, en horaire de travail, moi, j'ai un statut cadre. Donc un statut cadre, ça veut dire que, je ne suis pas payée en fonction du nombre d'heures que je fais, mais je suis payée plutôt à la journée. C'est-à-dire que je vais avoir des objectifs et l'idée, c'est que, si une journée, je veux travailler 7 heures, je peux travailler 7 heures et si une journée, je dois travailler 12 heures, je peux travailler 12 heures. Ça va vraiment dépendre de ma charge de travail et c'est un contrat qui est légèrement différent. Heu, j'ai pas vraiment d'heures, on va dire, prédéfinies, que je dois respecter à la lettre. C'est-à-dire que si je peux commencer entre, 8h30 et 9h30, ça va dépendre un petit peu des jours et de ma charge de travail et le soir, je vais terminer entre, hem, 18h et 19h-19h30. Ça dépend aussi de ma charge de travail. Après là, encore une fois, il y a pas de règle. Il y a parfois où, ben, l'après-midi, je vais avoir un rendez-vous, personnel, donc je vais terminer plutôt vers 16h. Et il y a parfois où, ben, ça va être plus long et je vais être jusqu'à 20h au bureau, voilà. D'accord. Et c'est l'avantage du cadre, c'est que ça permet d'être flexible, mais ça demande aussi c'est aussi une certaine exigence, c'est-à-dire qu'on va demander, s'il y a des grosses périodes où il y a beaucoup de choses à faire, bah, je peux pas dire à 18h je pars parce que c'est la fin de ma journée. Je Mmh. pars quand la journée est terminée. OK, très bien. J'ai une autre question donc, là de Lucie Bonnefoy. Merci pour ta question. Quelle est tu peux nous donner une tranche pour le salaire pour un poste comme le tien, à peu près? Bien sûr. Alors, les tranches de salaire, ça va dépendre de pas mal de choses. Je vais vous donner mon salaire parce que j'ai aucun mal à parler de ça OK, et pour moi, c'est important d'être transparent. Mais merci. ça va dépendre, de, 1 vos études, les études qu'on a fait forcément. Ça du niveau d'études, ça change, forcément, toujours un petit peu. Ça dépend aussi de lieu où vous êtes. Vous êtes pas payé la même chose si vous êtes à Paris ou si vous habitez dans une ville par exemple, moi je suis pas née à Paris, je viens de Valence, donc dans la Drôme, juste en dessous de Lyon et les salaires, dans ma région sont pas du tout les mêmes que les salaires parisiens et ça va dépendre aussi de votre expérience. Combien d'années vous êtes sur le marché du travail et qu'est-ce que vous avez fait de ces années? Moi aujourd'hui, ça fait, bientôt 4 ans que je travaille. Donc j'ai été diplômée d'une école de commerce et j'habite à Paris, du coup et mon salaire annuel, il est de 54 000 € brut, annuel. D'accord. Ça Donc donne à peu près en en par net, mois? ben, en net, je vais vous parler après impôt, donc après impôt sur le revenu parce que je regarde pas avant impôt, ça fait trop mal. Je suis payée environ, 2 900 € net par mois. D'accord, très bien et merci beaucoup donc ouais, vous avez eu la réponse. Merci à Audrey d'avoir partagé cette info avec nous. 2 900 net. Très bien. Donc là, j'ai une autre question. Ah là, ça fuse, hein, les questions, hein. Merci beaucoup, hein, vous êtes très actifs, c'est top. C'était par rapport aux mails. Donc là, on revient sur les mails. Il me demande si, en fait, les mails que tu reçois, c'est dans la langue du professionnel, comme tu travailles avec pas mal de pays, ou est-ce que c'est tout en anglais? Alors non, moi je parle anglais et français, D'accord. heu et je pense que l'anglais, c'est vraiment, la langue la plus importante dans mon métier parce que je pense qu'il y a 70 de mes échanges qui se passent en anglais, OK. et 30 qui se passent en français. Mais, ça serait impossible, pour moi de parler, le portugais, le chinois, Mmh. le polonais et cetera. Donc, non, non, je parle en anglais. J'ai quand même des collègues, qui parlent, italien, anglais, français, espagnol, italien, anglais, français. J'ai des collègues qui vont parler polonais, portugais, donc voilà. Mais c'est vrai que la langue de base et la langue d'échange qui permet de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise pour communiquer, c'est l'anglais. OK, donc ça permet de tout le monde soit aligné, on parle anglais. Exactement. Très, très bien. Donc on revient rapidement sur, les images. Donc là, tu nous as mis, un document Excel. Quel est le lien Exact. avec ton travail? Alors en fait, il y a toute une partie analyse qui est aussi hyper importante dans mon travail. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand, par exemple, vous comparez des fournisseurs, ben, vous allez analyser leurs coûts, analyser leurs délais et donc pour ça, en fait, un tableau Excel, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'était D'accord. important de montrer pour moi l'analyse parce que c'est pas simplement la négociation et cetera, mais en fait, pour négocier un contrat, pour négocier avec un fournisseur, il faut être préparé et pour être préparé, ben, il n'y a rien de mieux qu'un beau tableau, avec, toutes les informations dont on a besoin pour croiser les informations, avoir une vision globale et claire de ce qui est proposé, de ce qui se fait sur le marché et de ce qu'on veut.
Donc voilà, OK. c'est aussi une partie importante, du travail. Très bien, très, très bien. Donc faut être à l'aise avec les chiffres un petit peu, c'est ce que tu nous dis? Ben, au-delà, je pense qu'en effet, il faut être à l'aise avec les chiffres parce que c'est important, bah, de savoir de quoi on parle. Si jamais Mmh. vous voulez négocier, plus vous êtes préparé, plus vous êtes informé, plus vous êtes en position de force. Mais je pense que Excel, c'est un outil qui est incroyable. Donc au-delà même des chiffres, parce que je pense que c'est même pas vraiment les chiffres là qu'il faut, enfin, évidemment, il faut savoir lire les chiffres, mais il faut aussi savoir utiliser l'outil Excel avec, bah, toutes les fonctionnalités qu'il propose et ça aide quand même beaucoup dans l'analyse. D'accord, très bien. Et la dernière image, donc on voit quelqu'un au téléphone. Exactement. Donc en fait, ça, c'est une autre très, très grosse partie, dans mon travail, c'est ce qu'on appelle la coordination. OK, Hem, Moi, quand je travaille avec des fournisseurs qui vont livrer, mais je travaille aussi avec plein d'autres gens. Donc je travaille avec les fournisseurs, avec les transporteurs, je travaille avec mon entrepôt de stockage parce qu'une fois qu'en fait j'ai ma livraison qui arrive, il faut bien que je la stocke quelque part. Je travaille avec les boutiques en terrain, notamment pour savoir, pour avoir des informations, sur quand est-ce qu'elles vont être livrées et cetera. Et je travaille également avec les autres départements, c'est-à-dire que, des autres départements de mon entreprise. Quand je d'accord, commande, quelque chose, quand je commande à un fournisseur, il faut qu'il soit payé. Donc la facture, il faut que je la passe à la finance. Quand on d'accord. va avoir une opération marketing autour de Noël, il va y avoir de nouvelles choses à acheter, donc il faut que je sois au courant. Quand le D'accord. marketing décide de lancer un nouveau produit, j'ai aussi besoin d'être au courant. Donc en fait, toutes ces choses, tous ces sujets, ils impliquent toujours plusieurs personnes, plusieurs départements OK. et donc il faut vraiment besoin de coordonner tout ça pour faire en sorte que tout se goupille bien. Parce que par OK. exemple, si j'ai l'opération marketing, qui commence, le 15 novembre, il faut que je sache que le 15 novembre, je sois prêt et donc il faut que mon transporteur, il arrive avant le 15 novembre, il faut que mon fournisseur, il nous livre, avant le 15 novembre et cetera. Donc c'est la coordination des délais de chacun. OK. OK, donc c'est vraiment travail en équipe. C'est ça. Très bien. J'ai une autre question j'avais pas vue tout à l'heure. C'était comme tu viens de parler là de travail en équipe, c'était savoir si c'était une usine, une seule usine pour toutes les boutiques. Est-ce qu'il y a une seule usine pour toutes les boutiques? Ou est-ce que finalement il y a plusieurs usines en fonction, de où se situent les boutiques? Non, non, on a une seule usine pour toutes les boutiques. D'accord. C'est important de centraliser la production parce que ça permet d'avoir la même production du coup, enfin, que vous habitiez à New York, que vous habitiez en France ou en Espagne, le produit que vous allez recevoir, c'est le même. Et ça, c'est hyper important parce que quand vous êtes client et que vous arrivez quelque part, vous attendez à recevoir du coup les produits que vous avez vus. Mmh. Et et en fait, pour, assurer l'homogénéité et assurer vraiment la continuité d'un produit, c'est important d'avoir une seule usine. OK, très bien. Et on va passer à la suite. Merci beaucoup pour, toutes ces réponses. On va en voir un peu plus sur un petit cas concret par rapport à ce que tu fais au quotidien. Donc, est-ce que tu peux me dire, je vois, quelles sont tes missions donc pour la partie achat, les ouvertures de galeries, pour Mmh. la partie coordination, la logistique sur les ouvertures des galeries. Donc, par rapport aux ouvertures de galeries, est-ce que tu peux nous dire un peu plus les Ouais, bien missions? sûr. Donc moi, dans mon entreprise, je suis vraiment spécialisée sur la partie ouverture du réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a un réseau qui compte plus de 120 boutiques dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc, ce réseau, il grandit très vite. Et donc, pour ouvrir les boutiques, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit spécialisé là-dedans pour vraiment gérer bah, Mmh, l'expansion, gérer toute cette partie-là. Donc moi, je suis vraiment spécialisée sur la partie ouverture et cette partie ouverture, elle comprend 2 tâches principales, donc qui est, l'achat du mobilier et cetera, donc toute la partie achat pour une ouverture de boutique. Cette partie, elle est importante parce qu'une fois qu'on a un local, ce local, il faut le compléter, il faut le meubler, il faut le décorer pour faire en sorte que quand vous arriviez, ça soit un endroit chaleureux dans lequel les clients se sentent bien. Donc, OK. toute cette partie achat, c'est ce que je vous expliquais. Donc, il y a toute la partie, recherche de fournisseurs, analyse, sélection des fournisseurs, livraison et cetera. Ça comprend aussi, tout ce qui va être, moi, quand je reçois du matériel que je stocke dans mon entrepôt de stockage. Donc je vais devoir discuter avec l'entrepôt de stockage, leur dire: «Voilà, vous allez recevoir telle référence, telle référence». Je dois créer des codes produits pour qu'ils puissent, eux, de leur côté, ranger les produits et ne pas se mélanger les pinceaux. Je OK. m'assure que de leur côté, ils ont bien tout reçu, ils ont reçu les quantités, nécessaires, qu'il y a pas de souci sur cette livraison et ensuite qu'ils puissent les intégrer pour qu'ensuite je passe à ma deuxième mission principale. Ma deuxième mission principale, ça va être la coordination logistique sur les ouvertures de galeries. OK. Heu, le principe chez Iris Galerie, c'est que quand on ouvre une boutique,
à partir de l'ouverture, alors il y a toute une partie de travaux qui intervient, mais dès que les travaux sont terminés, l'ouverture, elle doit se faire entre 2 et 4 jours maximum. OK. Parce qu'en fait, quand vous avez une boutique qui est prête à être utilisée, vous payez un loyer et si jamais vous faites pas de vente, vous perdez de l'argent parce que du Mmh. coup, vous payez un loyer pour une boutique qui ne génère pas d'argent. Donc forcément, vous perdez de l'argent, mais dès qu'à partir du moment où vous faites des ventes, bah, forcément, vous commencez à espérer en gagner en tout cas. Donc en fait, la partie coordination logistique sur les ouvertures de galeries, c'est de m'assurer que, le transporteur, il va arriver avec, une commande complète pour faire en sorte que ma galerie, elle soit prête et cetera, à l'heure. Il faut que je lui donne exactement aussi les modalités de livraison, donc à quelle heure il peut livrer, où est-ce qu'il peut se garer et cetera et ensuite, il faut que je coordonne avec tous les autres départements. C'est-à-dire que je vais leur dire: «Voilà, la livraison, elle arrive, lundi à 10 heures. Donc il faut que l'équipe formation soit sur place pour réceptionner la livraison et puisse commencer à installer le matériel. Il faut que la finance soit au courant pour qu'ils puissent commencer à préparer, la caisse qui va devoir, fonctionner dans 2 jours. Il faut que OK. le marketing soit au courant, pour dire, pour lancer les prix et mettre l'annonce sur le site internet. Il faut que les RH, donc les ressources humaines, soient au courant pour coordonner l'embauche des gens qui vont travailler dans la galerie en fonction de ces dates-là. Donc c'est vraiment toute une partie de coordination de manière générale, que ça soit avec nos parties prenantes extérieures ou en interne de notre côté entre les départements. OK, très bien. Donc si j'ai bien compris, ton objectif vraiment, c'est de préparer la boutique pour qu'elle soit opérationnelle quand les clients arriveront, rentreront et viendront, justement faire une photo de leur iris et repartiront avec leur photo. C'est ça, tu dois Exactement. préparer. Très, très bien. Bah, merci beaucoup. Donc voilà et en fait, là, on va voir un petit peu plus pour les problèmes que tu rencontres, durant tes missions. Donc je vois que tu as Ouais, mis retard ou délai important de production et de livraison. c'est ça. C'est un sujet qui est assez récurrent, dans la logistique, et c'est d'ailleurs un sujet, qui est en lien avec le fait que c'est quelque chose de très opérationnel. En fait, la logistique, par exemple, quand vous êtes au marketing, vous allez, imaginer des concepts, vous allez imaginer des enfin voilà, vous êtes plutôt être dans la créativité, alors que la logistique, c'est vraiment quelque chose de très terre à terre, très opérationnel et en fait, quand on est très terre à terre, très opérationnel, on a des problèmes très très concrets donc les problèmes qu'on va avoir, la plupart du temps et qui sont des problèmes, qui paraissent pas si importants comme ça, mais qui ont de grosses conséquences sur l'entreprise, c'est les retards, ou les délais de livraison et de production qui peuvent être importants. Hem, je vous donne un exemple, moi je vais avoir par exemple un fournisseur de sacs qui se trouve en Chine. Il s'avère que depuis quelques semaines, ils sont en rupture de matières premières pour produire leurs sacs et donc moi, je suis, là à leur dire: «Bah, moi, je vous ai passé une commande, on avait conclu un délai et maintenant ce délai, il est pas respecté, donc comment est-ce qu'on fait?» parce qu'en fait, moi, dans quelques semaines, je vais plus avoir de sacs dans nos boutiques et Mmh. ça risque d'être compliqué. Donc c'est des problèmes qu'on peut rencontrer parce qu'en fait, OK. comme on discute avec des gens du monde entier et comme ces gens du monde entier, du coup, ont eux-mêmes des problèmes de leur côté, ça crée une chaîne et cette chaîne, au bout d'un moment, elle arrive jusqu'à moi et il faut trouver des solutions, essayer de rebondir. OK, très bien et pour la partie coordination, quels sont les problèmes que tu rencontres? Alors comme je vous l'ai expliqué, la partie coordination, c'est vraiment une chaîne. C'est-à-dire qu'à partir du fournisseur jusqu'au moment où on va ouvrir la boutique, on a une chaîne où on a plein, plein de gens Mmh. qui interviennent. Donc on va avoir, donc je vous dis les ressources humaines, marketing, finance, le transporteur, l'entrepôt de stockage, le fournisseur. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans cette chaîne et en fait, il suffit qu'il y ait un maillon de la chaîne qui a un souci et à ce moment-là, c'est toute la chaîne qui est impactée. Je donne un exemple, si par exemple, j'ai mon transporteur qui ne livre pas en temps et en heure, et du coup, je vais avoir 1 ou 2 jours de retard de livraison. Moi, à côté, je vais avoir, par exemple, les ressources humaines qui vont dire, bah, le problème, c'est que cette personne, elle est embauchée, elle est censée arriver en galerie pour, du coup, commencer à travailler dans la galerie. Donc, il faut qu'on la prévienne. Donc, en fait, une, un problème, un événement peut avoir plein de conséquences en cascade. Et donc, c'est un problème parce qu'en fait, quand vous avez un problème, vous dites: «Bon, bah, en soi, c'est pas grave, j'ai un retard de Mmh. livraison d'1 jour, c'est pas la mort». Mais en fait, un retard de livraison d'1 jour, ça veut dire que j'ai des équipes training qui sont déplacées sur place pour rien parce que du coup, la livraison n'est pas arrivée. Ça veut dire que j'ai les RH qui doivent prévenir tous les gens qui ont été, embauchés pour l'ouverture, qui vont devoir, tout décaler.
J'ai, la comptabilité qui doit aussi, faire en sorte enfin, savoir du coup à quelle date va ouvrir la caisse. J'ai le marketing qui doit mettre à jour l'information sur le site. Voilà, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui sont importantes, dès qu'on a un petit changement. D'accord, donc c'est toi qui dois faire en sorte que tout soit coordonné, si j'ai bien compris? C'est ça. C'est Très bien, vraiment, la mission d'un chef d'orchestre. très bien. Alors on va revenir un peu aux questions du chat. Je vois que quelqu'un nous a demandé quels sont tes outils de travail. Donc c'est vrai que tout à l'heure tu nous as parlé d'Excel, le téléphone, l'ordinateur avec la boîte mail. Est-ce que tu as d'autres outils de travail, au quotidien? Alors on a d'autres outils de travail en effet en interne, on utilise Notion. Ah oui, C'est une plateforme, qui est assez flexible d'ailleurs, qui peut aussi bien être une plateforme de stockage de documents, une plateforme qui peut aussi servir de calendrier, de gestion de projet, donc voilà, ça c'est assez large. Et nous, on utilise beaucoup la suite Google. Donc Google, ça va être tout ce qui est, pour faire des rendez-vous, donc Google Meet à distance. Pour suivre nos agendas, c'est Google Agenda, les mails Google et aussi pour discuter entre nous, on utilise Google Chat. Donc d'accord, très bien. Merci. J'ai d'autres questions. Donc Lucie Bonnefoy qui demande: «Est-ce que vous prenez en compte l'empreinte carbone des transports et fournisseurs dans votre travail?» alors c'est une excellente question, notamment parce que nous sommes en train de, effectuer au sein de l'entreprise d'Iris Galerie un bilan carbone. Donc D'accord, on fait ça avec, Good Planet qui est une fondation qui aide du coup les entreprises à faire leur bilan carbone. On le fait aussi en lien avec BPI France qui est notre banque. OK. Donc c'est en effet un sujet sur lequel on s'est pas encore penché, notamment parce qu'une entreprise, avant de se poser la question de: «Est-ce que je pollue? Est-ce que, je» en tout cas, avant de se dire: «Ben, comment est-ce que je peux faire pour réduire mes émissions de CO2 et comment je peux faire pour moins polluer?» il faut déjà qu'elle s'assure de pouvoir exister. Mmh. Et donc là, on était plutôt dans cette étape-là, de se dire: «Ben, on grandit et on fait en sorte d'être une entreprise pérenne qui survit et qui vit bien». Et donc maintenant, on passe à la phase 2 qui est la phase, ben, un peu plus de responsabilisation. Hem donc tout ce qu'on appelle partie RSE, donc responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et là, à ce moment-là, donc on commence par un bilan carbone pour faire un petit peu un état des lieux de nos émissions et voir du coup sur quel levier on pourrait jouer. D'accord, OK, très bien. J'ai une dernière question, mais je vois qu'elle a disparu, mais je me souviens. Elle demandait, est-ce que, l'entreprise fait des gros bénéfices? C'est difficile à dire parce que, oui, on est une entreprise qui fonctionne bien. Après gros bénéfices, je ne sais pas ce qu'on C'est entend par gros. relatif. Mmh. Tout est relatif. On est une entreprise qui investit beaucoup parce qu'on ouvre beaucoup de boutiques. Ouvrir une boutique, c'est en effet, une opportunité pour faire de l'argent, mais c'est aussi un risque. Donc on est une entreprise rentable et qui se porte bien. OK, Gros bénéfices, je pourrais pas, dire oui ou non. oui. En tout cas, l'entreprise se porte bien. Exactement. Alors, dernière question par rapport au cas concret. Donc, tu nous as parlé des problèmes et est-ce que tu nous as un peu dit déjà les solutions, mais est-ce que tu peux nous donner d'autres solutions? Comment tu arrives à gérer toute cette Bien sûr. partie? Donc je pense que les 2, notamment pour la partie, problème, très opérationnel auquel on va pouvoir faire face, il y a un gros travail d'anticipation qui est à mener. OK, C'est-à-dire que moi, si j'attends une livraison, pendant 2 semaines, je vais toujours me prévoir une petite marge de manœuvre pour être sûre que même si j'ai un peu de retard, c'est pas grave. Donc, OK, il y a toute une partie anticipation qui est hyper importante, qu'il faut toujours avoir en tête. C'est-à-dire que, dans mon métier, il faut penser à plus, plus 8 semaines, c'est-à-dire plus 2 3 mois. OK, Faut pas se dire, «Ah, demain, il faut que je reçoive ça». Il faut toujours anticiper quand même, assez longtemps en avance parce que si on n'anticipe pas, on se retrouve soit avec des retards qui font des problèmes en chaîne, soit avec, des coûts qui sont, faramineux, quoi. Donc OK. ça, c'est le 1er point. Le deuxième point, notamment sur la partie coordination, c'est difficile à anticiper parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est un peu inattendu, mais en fait, la communication ce qui est hyper important, c'est de bien communiquer entre les équipes et ça, on pense toujours que c'est assez simple parce que, bah, on a plein d'outils qui nous permettent de le faire, les mails, le téléphone, le chat et cetera, mais en fait, ça l'est pas tant que ça et donc c'est hyper important de bien communiquer, entre nous, d'être sûr que l'autre a bien reçu l'information, qu'il a bien compris l'information. Mmh. Donc la communication, c'est aussi
avoir un bon niveau de communication, c'est-à-dire pas trop détaillé pour pas noyer les gens sous les informations qui ne les concernent pas, mais en Mmh. même temps assez explicite pour qu'ils puissent comprendre, ben, les changements qu'il peut y avoir ou l'adaptation dont ils doivent faire preuve. C'est aussi, assez important et assez utile. OK, très bien, bah, merci beaucoup. J'ai une question moi, c'est une question, est-ce que, tu connais la moyenne d'âge de tes clients? Des clients en général? Quelles sont Waouh, les personnes de qui mes achètent? C'est hyper difficile à dire, déjà parce que c'est pas vraiment mon cœur de Oui, métier. Donc ce c'est que je vrai me que disais. moi, tout ce qui est, en lien avec la clientèle, je suis assez peu, enfin, je pourrais pas vous donner j'ai pas d'analyse concrète à donner, Mmh. donc je vais donner forcément une C'est plus réponse le floue. marketing normalement, c'est ça? Ouais, et nous, on a aussi un département qui s'appelle le département retail, donc c'est ceux qui sont sur le terrain, qui vont booster les ventes et cetera. Donc c'est plutôt ces 2 départements-là qui vont être au courant de ce point. Hem, donc j'ai difficilement d'infos à donner. Ce qui est sûr, c'est qu'on cible pas les enfants, parce qu'en tout cas, on cible les familles, mais pas les enfants, donc c'est plutôt des personnes majeures. Je dirais entre 18 et 50 ans à peu près. Voilà, on D'accord. cible vraiment, donc c'est plutôt les gens qui voyagent parce qu'on est vraiment un business, tourné autour du tourisme, pardon. Donc c'est vraiment plutôt des gens qui voyagent, donc voilà, entre 18 et 50 et plutôt des familles et cetera. OK, très bien. Bah, merci beaucoup parce que tu as pu répondre à la question, finalement. Donc on va passer à la suite par rapport, à ton parcours scolaire. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as fait, pardon, après le brevet? Bien sûr. Alors moi, je vieillis quand même avec les années et il s'avère que, c'était quand même il y a un certain temps, après ma troisième, c'était il y a plus de 10 ans. Donc après ma troisième, donc moi j'ai fait un brevet, enfin j'étais dans un collège et j'ai fait mon brevet, je suis partie dans un lycée général. OK, Donc au lycée général, quand moi j'étais au lycée, on avait des spécialisations qui se faisaient à partir de la première. Donc j'ai fait une seconde générale et ensuite à partir de la première, j'ai fait une spécialisation qui s'appelait économique et sociale. Donc OK, avec des matières phares qui sont les matières de mathématiques, SES, et histoire et géopolitique. Donc j'ai fait, ce type de bac, notamment parce que j'étais super à l'aise en SES. Et les mathématiques tournées SES, c'est les mathématiques qui me correspondaient le plus. J'étais pas du tout scientifique et cetera, pas forcément littéraire. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien parler, qui a le sens du contact assez facile. Donc c'est vrai que c'était cette voie qui me parlait le plus. C'est aussi une voie qui ouvrait beaucoup de portes, pour la suite après le bac. Donc mmh, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc c'était un peu l'idée de voir, viser un peu large. Suite à j'ai obtenu mon bac et une fois que j'ai obtenu mon bac, je suis partie dans une prépa économique. Donc une prépa OK, économique, donc ça, c'est 2 ans et cette prépa, elle permettait notamment de préparer les concours d'école de commerce. Il faut savoir qu'entre le bac et les concours d'école de commerce, il y a un fossé qui est énorme, c'est-à-dire entre le niveau que vous avez en sortant du bac et le niveau que vous devez acquérir pour obtenir des concours et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc la prépa, c'était 2 ans assez intenses parce que forcément, bah, on travaillait beaucoup, enfin le niveau est très, très exigeant et en fait, les écoles de commerce font ça notamment pour, vraiment, bah, effectuer un tri, des élèves, savoir, être sûr que les élèves qui rentrent en école de commerce, c'est des élèves, qui savent travailler, qui mmh, savent absorber une quantité de travail qui est importante, qui savent passer une épreuve, notamment avec un concours. C'est-à-dire que le jour du concours, vous êtes malade, il y a pas un concours bis. C'est, d'accord, c'est voilà, il y a pas de rattrapage ou quoi, c'est vraiment, bah, si tu es malade le jour du cours, tu y vas ou alors tu repasses l'année prochaine, quoi. OK, Donc j'ai fait donc cette prépa avec, à l'issue ces concours et une fois que j'ai fait ces concours, j'ai fait une école de commerce et donc là, l'école de commerce, c'est plutôt l'école de la vie donc j'ai évidemment appris plein de choses, sur les matières, comme le marketing, management, logistique, gestion de projet OK, et cetera, donc des matières assez variées. Ça m'a surtout permis de faire plusieurs choses, ça m'a permis de voyager. J'ai fait mes études, donc j'ai commencé mes études dans le sud de la France vers Nice. Ensuite je suis partie au Brésil, faire 6 mois du coup, d'études au Brésil. Ensuite je suis revenue en France. J'ai fait 1 an de césure. Donc césure, c'est un moment où on fait une pause dans les études et donc j'ai fait 2 fois 6 mois de stage. Donc j'ai fait 1 an de stage à Paris, dans des boîtes un petit peu différentes.
et ensuite je suis repartie, faire, 6 mois d'études en Chine et ensuite je suis revenue en France, pour faire du coup mon stage de fin d'études, pour pouvoir, me préparer à la vraie vie professionnelle. Donc j'ai D'accord. fait un master, j'ai fait des masters un petit peu variés parce que du coup j'avais un peu bougé de partout. Donc j'ai fait un master en entrepreneuriat et j'ai fait un master gestion de projet. OK, et est-ce que tu savais déjà à ce moment-là que tu voulais être dans ce domaine de la logistique, de la coordination et cetera? Non, pas du tout, en fait, et c'est ce qui est bien avec l'école de commerce, c'est que mine de rien, moi j'ai fait des masters qui sont assez généraux, Mmh. justement pour me laisser les portes ouvertes et en fait, l'école de commerce, ça va vous demander en fait, c'est plutôt l'expérience terrain, l'expérience dans les entreprises qui vont enfin, en tout cas pour mon cas, c'est ce qui a été, c'est ce qui s'est avéré vrai, c'est de se dire, par exemple, quand j'étais en césure, j'ai fait des stages qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc OK. j'ai fait un premier stage dans une petite entreprise en tant que commerciale et j'ai pas trop aimé cette partie commerciale, un peu chasseur, requin et cetera. Ensuite, j'ai fait un stage dans l'entreprise qui s'appelle PepsiCo France, une grosse OK. entreprise en France, multinationale, dans laquelle j'ai fait du marketing et pour moi, c'était pas assez terre à terre, un peu trop conceptuel et ensuite, quand j'ai fait mon dernier stage avant de rentrer dans la vie active, j'ai fait un stage en tant que gestion de projet. Donc c'était dans une agence de communication. Donc j'ai pas OK. trop accroché sur la partie communication, mais j'ai beaucoup aimé la partie coordination, D'accord. gérer les clients et cetera et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de m'amener dans les métiers que je fais aujourd'hui, vraiment autour de la coordination, de la négociation. Enfin voilà, ça prend en compte plein de choses et c'est ce qui m'a plu. Donc, je savais pas trop ce que je voulais faire et ce qui m'a aidé à choisir, c'est de tester en fait. Enfin, OK. il y a rien de mieux que de tester dans une entreprise et de se dire: «Bah, ça ça me plaît pas, ça m'ennuie, ça j'adore», voilà. OK, donc vraiment c'est tes stages, tes expériences professionnelles qui t'ont permis de savoir ce que tu aimais, ce que tu voulais faire. Très bien, Exactement. et là j'ai une question, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton école de commerce? Bien sûr, j'ai fait Schema Business School. Schema, super. Merci, pour ta question Lucie Bonnefeuille. Voilà, et ben après on nous demande oui, alors pour répondre à une des questions, une école de commerce, ça peut être cher parce que c'est payant. C'est quelqu'un qui nous demande: «Est-ce que l'école de commerce, c'est cher?» En fait, c'est payant, mais ça dépend, il y a plusieurs écoles de commerce, donc il faut se renseigner et voir les prix. Mais ça a un prix, effectivement. Ouais. Chaque école a son prix. Chaque école a un prix différent en fonction, de son classement et cetera. Mais ce qu'il faut savoir et qui est hyper important, c'est que, moi j'ai fait un prêt pour mon école de commerce, heu et j'ai fait un prêt auprès d'une banque et les prêts sont assez faciles à obtenir, parce qu'en fait, à partir du moment où vous arrivez en banque et que vous dites que vous êtes pris à l'école de commerce, vous Mmh. avez une sorte de garantie qui entre en compte et du coup, voilà, j'ai plein d'amis, qui sont arrivés en école de commerce, qui viennent pas de familles, très aisées. Ma famille à moi d'ailleurs n'est pas non plus, Rothschild et en fait, j'ai fait un prêt et c'est un prêt que je rembourse encore aujourd'hui et c'est pour ça que voilà, j'ai un salaire qui est, c'est un beau salaire, j'en suis très contente, mais c'est aussi important parce que derrière j'ai des mes études à rembourser. D'accord, très bien. Pour, finir rapidement avec la partie de ton parcours, donc tu as fait des stages, tu as terminé tes études. Est-ce que tu es rentrée directement chez Iris Galerie ou est-ce que, tu as travaillé entre-temps dans une autre entreprise? Non, alors en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études dans lequel j'ai découvert la coordination de projet et ensuite j'ai intégré une association, qui s'appelle, Connexio. Donc c'était mon premier travail. J'ai trouvé ce travail pendant la période covid, donc c'est vrai que c'était un Mmh. moment où le marché du travail était un peu plus tendu, mais c'était un travail qui était super. C'était dans une gestion de projet, suite à un projet qui avait remporté l'association avec la région Île-de-France. Donc, j'ai géré ce projet de A à Z, pendant, donc chez Connexio et puis à la fin du projet, j'avais envie d'avoir un petit peu ailleurs, voir ce qui se passait, donc c'est à ce moment-là que j'ai intégré Iris Galerie. D'accord, très bien. Donc tu as fait combien de temps dans ce J'ai fait un peu plus d'un an, chez Connexio, le temps du projet, en fait OK. et après j'en suis à ça fait 2 ans et demi que je suis chez Connexio. OK, super. 1 an et demi, 2 ans et demi à peu près, donc ça fait bientôt 4 ans. D'accord, super. Bah, merci beaucoup. On va passer à la suite. Donc c'est presque fini, donc on est à la partie où tu vas nous dire un peu ce que tu aimes le plus dans ton métier et ce que tu aimes le moins. Donc Ouais. d'abord ce que tu aimes le plus. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'adore l'analyse, j'aime beaucoup me pencher sur les chiffres et voilà, essayer
de préparer ma négociation avec le plus d'armes possible. Voilà, il y a un côté stratégique, il y a un côté, humain, il y a un côté enfin voilà, ça regroupe plein de choses qui sont hyper intéressantes. J'aime beaucoup aussi le travail d'équipe, parce qu'en fait, tu discutes toujours avec une personne qui est différente, avec des enjeux différents, avec une personnalité différente, donc c'est vrai qu'il y a pas le temps de s'ennuyer. Donc OK, voilà, c'est les 2 choses que j'aime le plus. très bien. Et ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est les imprévus, comme tout Ah, le monde, les choses qu'on prévoit pas et qui forcément, créent du travail en plus et qui génèrent du stress, mmh, et la partie administrative. Donc tout ce d'accord, qui est, gestion des factures, gestion des bons de livraison, enfin voilà, toute la partie paperasse, c'est forcément, un peu moins sexy que le reste. OK. Oui, c'est nécessaire, mais c'est moins attractif. C'est ça. Très bien. Et maintenant, donc tu vas nous dire un peu plus, un cliché, une anecdote. Donc je vois que tu nous as mis: «Le monde de la logistique est un milieu d'hommes». Donc comment tu as vécu ça dans ta carrière, avec ce cliché? Alors j'ai jamais mal vécu ça, c'est-à-dire que OK. j'ai jamais eu des gros soucis par rapport à ça. Mais c'est vrai que, dans ce métier et notamment le milieu de la logistique, donc fournisseur, entrepôt de stockage, transporteur et cetera, c'est un métier, où faut pas être timide, faut pas avoir Mmh. sa langue dans sa poche, faut pas hésiter à dire s'il y a quelque chose qui nous convient pas. Et c'est vrai que, ben, il faut savoir s'affirmer, quoi. Faut savoir s'affirmer et c'est une fois qu'on le sait, ça va mieux. Mais c'est vrai que, voilà, il faut pas hésiter à parfois un peu taper du poing sur la table et à faire preuve d'un petit peu de caractère pour recadrer tout le monde c'est pas toujours facile Mmh. et il y a toujours un juste milieu à trouver entre, être un peu trop, caractériel et l'être pas assez. Et c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. D'accord. Donc ouais, il faut pas oui, faut pas avoir peur, faut s'imposer et puis faut y aller quoi. Faut faire le taf, le travail. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner, à nos élèves qui pourraient être intéressés par, une carrière dans ce domaine? Ouais, bien sûr. Je pense que ce qui est hyper important et ce qui s'est avéré vrai, pour moi et même autour de moi, c'est de toujours tester. C'est-à-dire que parfois, on a toujours un a priori de ce qu'on imagine d'un métier en se disant: «Bah, ça va être comme ci, ça va être comme ça» et cetera. Et en fait, on se rend compte que dans la réalité, ben, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait, c'est pas exactement, ce qu'on voulait. Donc je pense que ce qui est important, c'est toujours de tester. Tester si jamais, par exemple, vous êtes intéressé par le marketing, bah, faut trouver des gens qui font du marketing et il faut leur parler, il faut voir leur quotidien, faut se renseigner, en termes de type de boîte, ce que ça peut donner. Donc, c'est hyper important de tester des choses, même des choses qui nous paraissent enfin et de pas avoir peur de tester plein de choses. C'est-à-dire Mmh, que c'est pas grave de se dire, «Ben, j'ai testé 8 trucs, ces 8 trucs qui me plaisent pas». Ben, c'est déjà 8 trucs que vous savez que vous ne voulez pas faire, c'est déjà ouais. pas mal. Donc voilà et toujours voir grand, se dire que voilà, il y a pas de métiers qui sont inaccessibles, il y a rien qui est inaccessible avec du travail et pas mal de volonté, il y a pas mal de choses qui se font. Ah bah, merci beaucoup, merci pour, ton conseil et pour ces encouragements, et merci pour ce live. On a passé un bon, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment, j'espère que toi aussi Ah oui, vraiment et super. super et je dis merci à tous les élèves et aux professeurs qui nous ont suivis durant ce live métier. Le prochain live aura lieu donc cet après-midi à 15 heures et on découvrira le métier de Marie Axel, qui est entrepreneuse dans l'éducation et je serai avec vous également cet après-midi et comme d'habitude pour vous inscrire, c'est via donc, le site de MyFuture et la modération va vous envoyer, un petit, questionnaire où vous pouvez un petit questionnaire de satisfaction qui vous prend pas beaucoup de temps, que vous pouvez, remplir, s'il vous plaît et je vous dis à tout à l'heure.